Mais pourquoi l'AES peut-elle justement inspirer l'Afrique centrale? Mais parce que l'Alliance des États du Sahel s'attaque justement à ces 4 problèmes que nous avons en Afrique centrale. Nous avons 4 problèmes qui tournent autour de la question de la souveraineté. Nous avons un problème, c'est que la plupart de nos pays en Afrique centrale agissent le doigt sous la couture en obéissant à des dirigeants de pays étrangers. L'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, eh bien, ils ont mis fin à cette tutelle. Les décisions qui concernent le Mali se prennent ici à Bamako. Celles qui concernent le Burkina se prennent à Ouagadougou. Celles qui concernent le Niger se prennent à Niamey. Et les décisions qui concernent l'Alliance des États du Sahel se prennent par les 3 présidents rassemblés en confédération et s'imposent à tous les peuples. Donc, l'Alliance des États du Sahel remplit déjà un premier critère que les pays d'Afrique centrale, que ce soit ceux de la CEMAC ou ceux de la CEAC, ne remplissent pas. La décision en ce qui les concerne vient d'abord d'eux-mêmes. Premier point. Deuxième point intéressant. L'Alliance des États du Sahel est faite de pays qui ont conservé un fort enracinement dans la tradition africaine multiséculaire. La charte qui a fondé cette alliance ne s'appelle pas par hasard la charte de l'Iptako-Gourma. Le Liptako-Gourma, c'est une région intermédiaire aux 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et c'est une région où on trouve justement des groupes ethniques qui appartiennent à tous ces pays et qui constituent littéralement leur trait d'union. Pourquoi? Mais parce que les dirigeants sahéliens ont compris qu'une véritable révolution doit toujours s'enraciner dans la renaissance culturelle. Voilà quelque chose qui manque à l'Afrique centrale. L'Afrique centrale résiste à l'obligation d'une renaissance culturelle. Alors que l'Alliance des États du Sahel y est totalement engagée. Elle est en marche ici. Non seulement ils valorisent leur langue, non seulement ils valorisent leur culture, non seulement ils valorisent leur manière de manger, leur manière de s'habiller, leur manière de chanter, leur manière de vivre, et défendent avec bec et ongle leurs principes de civilisation, mais ils sont en train de couler cela dans le marbre de leurs institutions. Troisième niveau, l'Alliance des États du Sahel s'est engagée dans le processus d'indépendance économique, et cela par le processus de nationalisation des pans stratégiques des économies de leur territoire et le contrôle prioritaire des ressources naturelles rares et exceptionnelles, à savoir l'or, le diamant, l'uranium, le pétrole, le gaz, le manganèse, le lithium, le coltan, le bauxite. Toutes les ressources naturelles rares et exceptionnelles sont en train d'être reprises les unes après les autres dans la main des États souverains. Mais c'est ce qui manque à l'Afrique centrale. Il manque à l'Afrique centrale cette capacité de reprendre l'initiative du contrôle de son économie. Et l'Alliance des États du Sahel est en train de le faire. Maintenant, il y a une 4e chose, une 4e caractéristique de l'Alliance des États du Sahel dont l'Afrique centrale a besoin. C'est que la force armée dans le Sahel est mise au service de la défense du peuple contre ses ennemis. Elle n'est pas utilisée contre le peuple. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, l'armée ne sert pas à combattre le peuple. Elle sert à le défendre et à le protéger. Et voilà pourquoi les armées maliennes, burkinabées et nigériennes sont les armées les plus aimées des peuples africains en général et de leur propre peuple en particulier. Donc, 4e caractéristique, la violence de l'État est orientée contre les véritables ennemis de l'État, les terroristes et leurs parrains impérialistes. Alors qu'en Afrique centrale, la violence de l'État est prioritairement orientée contre les populations civiles. Quand l'armée malienne reçoit le matériel pour combattre, le peuple malien sort pour applaudir. Alors que quand les armées camerounaises, gabonaises, congolaises sont en train de recevoir du matériel pour combattre, les peuples tremblent. Même au Tchad, le peuple tremble. Parce qu'il se dit, cette armée-là va retourner ses armes contre nous. Donc, une 4e dimension, la violence de l'État, l'Alliance des États du Sahel n'est pas retournée contre le peuple. C'est une violence qui est orientée contre les ennemis du peuple. Voilà 4 points pour lesquels l'Afrique centrale doit s'inspirer de l'AES. C'est objectif, c'est incontestable. C'est ce qui nous manque en Afrique centrale. L'Alliance des États du Sahel est donc un modèle
de reconquête interne et externe de la souveraineté. Je vous rappelle que cette reconquête de la souveraineté n'est pas parachevée ici, dans l'AES. L'Alliance des États du Sahel ne s'est pas encore dotée de sa propre monnaie. Et elle sait, et elle le dit, que la monnaie est un outil de souveraineté. L'Alliance des États du Sahel n'a pas fini de parachever son intégration politique. Elle travaille pour cela. Elle est passée de l'Alliance à la Confédération et elle travaille pour passer de la Confédération à la Fédération. Elle y travaille. Mais le chantier, ce chantier-là de rassemblement en puissance, qui fait la force de l'Alliance des États du Sahel, eh bien, ce chantier doit être ouvert en Afrique centrale pour qu'on ait un effet de masse et de puissance pour tout le continent. Donc, ceci me permet de conclure ma démonstration. L'Afrique centrale doit bel et bien s'inspirer de l'AES parce que elle n'a pas ce que l'AES a de bon. Un proverbe d'Afrique centrale dans la langue douala du Cameroun dit que Mouna Nyongo a boukité owa bambelemo konda. Quand ton frère te dépasse, porte sa chaise. Les peuples d'Afrique centrale, les forces politiques d'Afrique centrale, les gouvernements d'Afrique centrale doivent avoir l'humilité de reconnaître que l'AES montre le bon chemin. Si l'Afrique centrale ne crée pas, dans un délai très rapide, très urgent, l'Alliance des peuples d'Afrique centrale, sur le modèle de l'Alliance des États du Sahel, l'Afrique centrale va être exposée, elle va être exposée à une très grave surprise. Quelle est la très grave surprise qui attend l'Afrique centrale? Se retrouver envahie par des groupes terroristes, non pas seulement à ses frontières nord, mais également à ses frontières sud, est, ouest et centre. Ils sont en train de projeter l'État islamique et Al-Qaïda en Afrique centrale. Et pendant qu'ils sont en train de le faire, les dirigeants d'Afrique centrale, les gouvernements d'Afrique centrale sont endormis dans des organisations régionales qui ne servent à rien, comme la CEMAC et la CEAC. Ils ne voient pas venir le grand danger. Actuellement, c'est la République démocratique du Congo qui est envahie. Le Cameroun est constamment attaqué par sa frontière nord. En même temps que le Tchad, lui, il est attaqué à l'ouest. Le Nigeria à sa frontière nord-est. Tous ces gens-là sont installés là depuis un moment. Mais ce que l'on ne veut pas voir, c'est que maintenant, ils ont été projetés au cœur de la forêt équatoriale. Il va y avoir des attaques terroristes au Congo-Brazzaville, des attaques terroristes au Gabon, des attaques terroristes en Guinée équatoriale, c'est-à-dire au sud du Cameroun. Ce qui n'était pas arrivé depuis que ce schéma de déstabilisation du continent a commencé. La République démocratique du Congo va avoir plusieurs groupes terroristes, en plus des mercenaires de l'impérial terrorisme occidental, que le Rwanda et l'Ouganda ont fait entrer. Ils veulent diviser la République démocratique du Congo en plusieurs califats. Les groupes terroristes sont déjà au Mozambique. Al-Qaïda, l'État islamique combattent déjà contre l'armée mozambicaine. Donc, il faut que vous vous rendiez compte qu'on est en train de partager l'Afrique. On est en train de partager l'Afrique sous le voile, sous le masque de groupes terroristes. Et ce partage est d'autant plus facile qu'on arrive dans des régions comme l'Afrique centrale où il y a des organisations sous-régionales qui ne valent rien, qui ne servent à rien, qui ne font rien de bon et dont les fonctionnaires, à la limite, justifient leur salaire par leur simple présence dans les services. Il faut que l'Afrique centrale se réveille, qu'elle retrouve la flamme de 1928. Il faut que l'Afrique centrale arrête de dormir debout. Et elle a un exemple, elle a un modèle, c'est incontestable, c'est l'Alliance des États du Sahel. Alors, je vais répondre pour finir aux objections. Les critiques de l'Alliance des États du Sahel sont connues. La première catégorie de critiques sont ceux qui disent « Mais les pays de l'Alliance des États du Sahel ne sont pas en train d'organiser les élections. Ah, ces pays-là sont des dictatures. » Mais c'est une critique superficielle. Elle est superficielle parce que vous avez été élevé à un petit lait mensonger qui consiste à vous faire croire que s'il y a eu des élections dans un pays, alors ce pays-là est démocratique. Qui vous a dit que l'élection suffisait à faire qu'un pays soit démocratique? Est-ce que vous avez étudié l'histoire du mécanisme électoral? Ça, c'est le premier point. Écoutez, entre un pays où il y a eu une élection et le président vole l'argent pour le garder en Suisse, comme le font la plupart des dirigeants d'Afrique centrale, et un pays où il n'y a pas eu élection, mais où le président rend compte en permanence à l'Assemblée populaire, rend compte en permanence au Conseil national de transition, rend compte en permanence de l'usage qu'il fait des deniers publics et les investit dans le pays, et ne les prend pas pour les planquer à l'étranger. Quel pays préférez-vous?
Vous qui êtes tombé dans la mythologie, hein, les élections, les élections. Si les élections sauvaient, il y a longtemps que l'Afrique centrale serait sauvée. C'est la championne des élections. Regardez ce qui vient de se passer en République du Congo. Est-ce que ça valait la peine d'organiser cette soi-disant élection? Mais pourquoi organiser une élection alors qu'on sait que le président Sassou va s'autoproclamer élu dans tous les cas? Pourquoi organiser ça? Au Cameroun, on a organisé les élections du 12 octobre 2025. Pourquoi? Biya devait déjà s'autoproclamer élu. Tout le monde le sait. Ouattara en Côte d'Ivoire, pourquoi il organise les élections? Tout le monde sait. Il a chassé Laurent Gbagbo, il a chassé Guillaume Soro, il a chassé Tidiane Thiam. C'était pourquoi? C'était pour se proclamer élu. Pourquoi ils organisent les élections? Mais ça sert à quoi d'organiser les élections en sachant très bien que vous avez déjà gagné sur le papier? Vous vous êtes déjà proclamé gagnant. C'est tout ça qui doit débarrasser les Africains de ce mythe des élections à tout prix. Les élections, ça ne veut rien dire. S'il n'y a pas un système politique crédible, d'ailleurs, même si vous organisez des élections avec une population corrompue, c'est très dangereux. Parce que c'est une population corrompue qui va faire arriver au pouvoir des vendeurs d'illusions et des aliénés qui vont ramener le pays entre les mains du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. Oui!